Saint-Germain-en-Laye est une commune française située à 19 km à l'ouest de Paris, dans le département des Yvelines, en région Île-de-France. L'histoire de la ville de Saint-Germain-en-Laye a été longtemps liée à la présence du château, qui fut une résidence régulière des rois de France dont l'importance diminua néanmoins par suite de l'installation de Louis XIV à Versailles, et à la forêt, ancien domaine de chasse royale. Au début du XXIe siècle, elle est le siège d'une sous-préfecture des Yvelines et est devenue une ville résidentielle recherchée, au caractère international marqué. Ses habitants sont appelés les Saint-Germanois. Saint-Germain-en-Laye est célèbre pour ses châteaux. Château vieux, vestige du château neuf, château d'Ennemont, sa terrasse, sa forêt, ses écoles, ses commerces et ses musées, musée d'archéologie nationale, musée du Prieuré, musée Claude Debussy. La commune de Saint-Germain-en-Laye, située dans la banlieue ouest de Paris et dans le nord-est du département des Yvelines, est avec sa forêt domaniale de plus de 4800 hectares, la plus vaste du département. Elle occupe la majeure partie d'une boucle de la Seine, en grande partie couverte par la forêt domaniale du même nom. Le site historique de la ville se trouve dans la partie sud-est de ce territoire, sur le rebord d'un plateau calcaire dominant la Seine de 60 mètres environ, et d'où la vue s'étend sur une grande partie de l'ouest parisien. Commune limitrophe de Saint-Germain-en-Laye, Achères, Maisons-Laffitte, Poissy, Le Mesnil-le-Roi, Saint-Non-la-Bretèche, Chambourcy, Mareil-Marly, l'Étang-la-Ville, Le Pecq. On compte un seul cours d'eau dans le territoire communal, il s'agit du Rue de Buzeau, ruisseau affluent de la Seine, de 9 km de long dont le cours orienté ouest-est, traverse la partie sud de la commune. Ce rue est en grande partie canalisé et enterré. La commune n'est pas directement riveraine de la Seine, mais dans sa partie nord-nord-est, la limite communale s'approche très près du fleuve. La commune est séparée de ce dernier par une étroite bande rattachée à la commune d'Achères et parfois par d'anciennes îles rattachées administrativement aux communes de la rive droite, Conflans-Sainte-Honorine, Herblay, La Frette-sur-Seine. Quelques étendues d'eau, issues d'anciennes exploitations sablières, se trouvent dans le nord de la commune, dont l'étang du Cora. Le nord-ouest en limite de Poissy et Achères où ces alluvions disparaissent pour laisser affleurer les couches de calcaire sous-jacentes, et d'alluvions plus récentes au nord, terrasse inférieure. Le territoire de la commune est très majoritairement rural, 73%. L'espace rural correspond en quasi-totalité à l'espace couvert par la forêt de Saint-Germain-en-Laye. S'y ajoute au nord de la forêt, une partie du parc agricole d'Achères qui appartient à la ville de Paris. Zone ferroviaire de l'ancien triage, et du dépôt de locomotives d'Achères, les zones d'activité, 95 hectares constitués majoritairement de bureaux. Les communications avec Paris sont assurées par la ligne de RER A, dont la gare de Saint-Germain-en-Laye est le terminus ouest. Elle traverse Paris en passant par le Vésinet, l'université de Nanterre, le centre d'affaires de la Défense, la place de l'Étoile, les grands magasins, le quartier des Halles, la gare de Lyon, la place de la Nation, puis continue vers Torcy et Marne-la-Vallée, Chessy où est implanté Disneyland Paris. Grâce à une interconnexion, l'autre branche du RER permet de rejoindre Boissy-Saint-Léger. La commune est également traversée d'est en ouest, en plein milieu de la forêt, par la ligne Paris-Rouen, Le Havre qui dessert la gare voyageurs d'Achères-Grand-Cormier, ainsi que le dépôt d'Achères et les faisceaux de l'ancien triage d'Achères. Cette ligne compte deux embranchements, l'un vers le nord en direction de Pontoise et Cergy,
l'autre vers le sud en direction de la gare de Poissy-Grande Ceinture, désaffectée depuis 1936. Typologie. Saint-Germain-en-Laye est une commune urbaine, car elle fait partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'INSEE. Elle appartient à l'unité urbaine de Paris, une agglomération interdépartementale regroupant 411 communes et 10 785 092 habitants en 2017, dont elle est une commune de la banlieue. Par ailleurs, la commune fait partie de l'aire d'attraction de Paris, dont elle est une commune du pôle principal. Cette aire regroupe 1929 communes. Morphologie urbaine. La ville primitive, actuellement le centre-ville, est formée de 4 quartiers délimités par 2 grandes rues perpendiculaires se croisant au centre. La rue de Poissy, rue du Vieux Marché, rue de Paris, qui comme son nom l'indique rejoint d'un côté la route de Poissy traversant la forêt, et de l'autre la route du Paquet de Paris longeant la Seine, la rue aux Pins, rue Bonenfant, rue de Mareil qui, comme son nom l'indique, se prolonge par la route de Mareil-Marly. En 1776, le Vieux Marché a été déplacé le long de la rue de Poissy sur une grande place créée sur l'ancien cimetière, la place du Marché Neuf. Toponymie. Saint-Germain est un hagiotoponyme qui trouve son origine dans la construction, par le roi des Francs Robert II le Pieux, 972 031, d'un monastère dédié à Saint-Germain, probablement Saint-Germain de Paris, fondateur de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés qui vivait dans les parages au VIe siècle. La localité de Saint-Germain est attestée sous la forme Locus Beati Germani, en 1073, puis Sanctus Germanus en 1124, Sanctus Germanus in Leia, dès 1161. L'origine du déterminant complémentaire en Laye tient à sa situation dans l'ancienne forêt de Lida, qui couvrait toute la région. Le nom complet de Saint-Germain-en-Laye peut donc se comprendre comme Saint-Germain dans la forêt de Lida. La forêt de Laye, qui est dans le prolongement de celle d'Yvelines, commence à être attestée au IXe siècle sous la forme Lida Silva, dans le polyptyque d'Irminon, puis Silva Cognominata le dit à la forêt surnommée Laye, au XIe siècle. Au cours de la Révolution française, la commune porte provisoirement le nom de Montagne Bonnaire. Histoire. Des origines à la fin du Moyen Âge. Peu de vestiges préhistoriques en dehors de quelques silex taillés trouvés sur le plateau d'Ennemont, dans la forêt de Laye, anciennement Lida, partie nord de la forêt d'Yvelines, qui elle-même était la partie nord de l'ancienne forêt des Carnutes ou du diocèse de Chartres. Une voie gauloise suivait le rue de Buzeaud et dans la forêt a été trouvée en 1999 une monnaie gauloise intitulée le cheval solaire et le loup mangeur de lune. Une voie romaine montait sur le plateau sur le tracé des rues Napper, Berget et Gallieni, président Roosevelt. Une tradition associe le roi Thierry III au martyre de l'évêque Léger dans la forêt d'Yvelines, et à la fondation par celui-ci d'une ou plusieurs chapelles sous le vocable de Saint-Léger en Yvelines, ou Saint-Léger en Laye édifié en 668 par Childéric et dédié en 678 à Saint-Léger en réparation du martyr. Les premiers lieux de peuplement franc attestés se trouvent à Saint-Léger et Feuillancourt. Au 7e siècle, dans le vallon du rue de Buzeaud, où apparaît le domaine de Feuillancourt, Villiolicor, Filioli-Curti, lieu de naissance de saint Hérambert, futur évêque de Toulouse, qui participe à la christianisation de la région, et où un cimetière mérovingien a été découvert en 1925. La Sainte-Chapelle de Saint-Louis. En 845,
l'expédition des Vikings menée par Agnard au brève Lupille les environs avant d'assiéger Paris. Selon son biographe Elgo, et selon la charte de son fils Henri Ier, le roi Robert le Pieux, 996-1031, a fondé entre 996 et 1031 une abbaye, monasterium, à Bassiola, dédiée à Saint Vincent, patron des vignerons, et à Saint Germain de Paris in Silva Conominata le dia dans la forêt appelée Leille. Cette fondation a été confirmée et augmentée plusieurs fois, notamment des dîmes de Triel, des droits sur les vins de Poissy, et de la seigneurie de Charlevannes située entre Reuil et Oppec, avec sa chaussée qui allait jusqu'à la hauteur où a été construite par la suite le château neuf et la terrasse de Saint-Germain. Entre 1031 et 1060, Humbert, évêque de Paris, obtient du roi Henri Ier des lettres patentes, où toute l'origine et les possessions de cette petite abbaye à Bassiola sont rapportées et qui confie son gouvernement spirituel aussi bien que temporel au chapitre de l'église Notre-Dame, mais celui-ci n'est pas intéressé et la donne avant 1060 à l'abbaye bénédictine de Coulon, près de Nogent-le-Roi, qui en fait un prieuré et y envoie peu avant 1090, un premier prieur du nom d'Ulric. Le prieur Robert obtient du roi Louis le Gros, 1081-1137, une charte datée de 1124 dans laquelle il donne au prieuré les terres du village près de l'église, et confirme toutes les donations et privilèges antérieurs, notamment la seigneurie temporelle avec haute justice criminelle. Il fit dresser des fourches patibulaires au lieu où la route de Paris bifurque vers Mantes et vers Poissy, près de Saint-Léger où elles resteront jusqu'au XVIIe siècle, époque de leur déplacement un peu plus loin. Vers 1124, le roi Louis VI le Gros fait construire un palatium, sur l'emplacement de la cour du château actuel, face au prieuré Saint-Germain. Le village commence à se développer au XIIe siècle à côté du prieuré. On connaît le nom des premiers syndics ou procureurs des habitants qui sont nommés par Roger, abbé de Coulon, entre 1119 et 1174, Aubry puis son fils Raillé, Racherius. Le procureur fiscal était un sergent de justice, un percepteur domanial qui devait prêter l'hommage lige à l'abbé. Le roi Philippe Auguste, 1179-1223, fait de nombreux séjours à Saint-Germain. En 1180 il nomme le premier concierge du château, et en 1209, il soutient Arnaud l'Archer, Échanson et Écuyer, pour la fondation d'une maison-Dieu, c'est-à-dire d'un hôpital, qui sera achevé vers 1225. Il commence, peu avant de mourir en 1223, la construction d'une chapelle castrale dédiée à Notre-Dame. Blanche de Castille, qui gouverne comme régente de 1226 à 1236, fait ouvrir la route qui traverse en ligne droite la forêt entre Saint-Germain et Poissy où elle donne naissance à son fils, le futur Saint-Louis. Arrivé à Saint-Germain, la route bifurque pour devenir la rue principale de la ville, appelée d'un côté rue de Poissy, et de l'autre rue du Pec, après avoir été la rue du Vieux Marché. Louis IX dit Saint-Louis, 1226-1270, agrandit le château et fait reconstruire la Sainte-Chapelle qui est consacrée en 1238. Cet édifice qui est le premier construit dans le style ogival rayonnant, est attribué à l'architecte de la basilique Saint-Denis ou à Pierre de Montreuil, maître d'œuvre de la Sainte-Chapelle de Paris. En 1286, sous Philippe IV le Bel, 1285-1314, le village devient une prévôté, premier degré de la justice royale. Par une charte datée du mois de novembre 1305, Robert de Meudon se voit donner par le roi un mas, manse, maison, à Saint-Germain-en-Laye. Il y est qualifié de panetier du roi Philippe,
titre qui lui était déjà donné avec celui de chevalier dans une charte de 1294. Dans une autre charte de l'an 1307, outre la qualité de grand panetier du roi, Robert de Meudon est dit concierge, conservateur, du château de Saint-Germain et de la forêt de l'Aille. On sait par leur tombe au prieuré d'Ennemont qu'il eut comme successeur comme concierge son fils Henri de Meudon, décédé en 1344, marié à Pernelle de Maussigny, son petit-fils Jean de Meudon, décédé en 1381, marié à Mao-Flotte de Revel, son arrière-petit-fils Jean II de Meudon, dit Bureau, décédé en 1395, dont le fils Charles Bureau fut grand maître des eaux et forêts de France. En 1308, dame Pernelle de Géry, qui avait été demoiselle d'honneur de la reine Isabelle d'Aragon épouse de Philippe le Hardi, puis de la reine Jeanne de Navarre épouse de Philippe VI le Bel, donne la maison à Ennemont qui lui avait été donnée avec des terres par Philippe III, afin de fonder un prieuré confié à l'ordre du Val des Écoliers. C'est la plus ancienne institution scolaire publique connue à Saint-Germain. Elle fait construire en 1304 sur la terre d'Ennemont qu'elle conservait, une église dédiée à la Vierge et à Saint-Louis. La chapelle du château d'Ennemont dédiée à saint Thibaut de Marly, abbé dévot de Cernay, membre de la famille de Montmorency, fut incorporée à la nouvelle église, et placée par la suite sous le vocable de Notre-Dame des Victoires, en souvenir de la bataille remportée en 1304, par Philippe le Bel sur les Flamands à Mons-en-Pévèle. Elle avait 3 frères bénédictins, Robert abbé de l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire, Simon prieur de Sainte-Céline de Meaux, et Jean qui devint religieux du nouveau prieuré. Le 15 août 1346, lors de la chevauchée d'Édouard III, pendant la guerre de Cent Ans, le prince noir, fils du roi d'Angleterre Édouard III qui occupa alors Poissy, prend la ville, la pille et la brûle et incendie le château de Saint-Germain-en-Laye qui est détruit, à l'exception de la Sainte-Chapelle. 20 ans plus tard, sous Charles V, il sera reconstruit et transformé en forteresse par l'architecte Raymond du Temple. C'est une époque charnière, jusqu'au milieu du XIVe siècle. La résidence royale de Saint-Germain était appelée Domus, en latin, hostel, en français, avec les travaux de Charles V, elle est qualifiée de chastel. En 1390, la forêt, le château et le village sont dévastés par une tempête. Le ciel qui était serein, s'obscurcit en peu de temps, l'espace d'une lieue seulement, qui faisait le tour du château et il survint une infinité d'éclairs et de coups de tonnerre. Le vent brisa toutes les fenêtres et mit en morceaux tout le vitrage de la chapelle de la reine qu'il porta jusqu'au pied de l'autel. On fut obligé de cesser le chant pour finir plus tôt la messe, de crainte que le vent n'emportât la sainte hostie. Tout le monde se jeta par terre. Le conseil même cessa. Les plus grands arbres de la forêt furent arrachés, et on rapporta à la cour que le tonnerre était tombé entre Saint-Germain et Poissy, sur 4 officiers du roi, dont il avait consumé les os et le dedans du corps, en sorte qu'il ne leur resta que la peau, qui était noire comme du charbon. En 1415, le pays est de nouveau pillé ainsi que le château, qui sera finalement occupé par les Anglais de 1417 à 1440. Louis XI, qui n'aimait guère la campagne et qui avait installé la cour au château de Plessis-les-Tours, fait don, en 1482, à Jacques Coictier, son premier médecin, des places, châteaux, prévôté et seigneurie de Saint-Germain-en-Laye. À la mort du roi, le Parlement cassa la donation faite par celui-ci, et rendit à la couronne la propriété aliénée. De la Renaissance au XVIIIe siècle. Avec François Ier, qui épouse Claude de France dans la chapelle le 18 mai 1514,
Ce furent selon les mémoires de Florange les noces les plus belles que vissent jamais, car il y avait 10 000 hommes aussi richement vêtus que le roi, et le château de Saint-Germain-en-Laye devient la résidence favorite du roi. Le 24 janvier 1527, c'est le mariage de Marguerite d'Angoulême et d'Henri d'Albret, puis le 16 novembre la naissance de leur fille Jeanne d'Albret. En 1539, François Ier confie à l'architecte Pierre Chambige la transformation du château, et sa reconstruction dans le style Renaissance, tel qu'on le connaît actuellement depuis sa restauration au XIXe siècle. Pierre Chambige édifie également le château de la Muette dans la forêt. Le village, encore très rural, profitant du développement du commerce lié à la cour, s'agrandit et atteint environ 2500 habitants à la fin de son règne. Henri II, né à Saint-Germain-en-Laye le 31 mars, devient roi en 1547. C'est cette même année que se situe l'épisode du coup de Jarnac au cours d'un duel qui se déroule sur l'esplanade du château, le 10 juillet 1547. Le nouveau roi entreprend la construction de la maison du théâtre de la Baignerie, connue par la suite sous le nom Châteauneuf, dont il charge le 11 février 1550 l'architecte Philibert de Lorme. Les travaux sont commencés en 1559, mais la construction ne sera terminée que sous le règne d'Henri IV, vers 1600. Henri II installe une verrerie dans une maison située à l'angle des actuelles rues Henri IV et Saint-Louis, sur une partie de la caserne Gramont, qu'il donne à l'italien Teso Mutio, avec privilège de produire pour tout le royaume du verre Venise, c'est-à-dire du miroir. En 1558 il le naturalise, l'anoblit avec ses enfants, et l'agrège à la communauté des gentilshommes verriers. Le monopole de la manufacture de glace sera donné en 1665 par Colbert à Saint-Gobain, mais la verrerie de Saint-Germain est toujours en activité en 1672 et 1776, et donne son nom à la rue de la Verrerie, devenue rue Saint-Louis. Né à Saint-Germain, Charles IX donne l'édit de Saint-Germain qui accorde le 17 janvier 1562. Aux protestants la liberté de conscience et une certaine liberté de culte. Le 8 août 1570, le traité de paix de Saint-Germain-en-Laye met fin à la Troisième Guerre de religion. Charles IX est né le 27 juin 1550 à Saint-Germain-en-Laye. En 1574, ne se croyant plus en sûreté à Paris, il s'y retire avec sa cour, mais sans sa mère Catherine de Médicis qui ne veut plus y séjourner. En effet, un devin lui avait prédit en 1571 qu'elle mourrait près de Saint-Germain. Il part alors s'installer à Vincennes où il meurt le 30 mai d'une pleurésie. En novembre 1583, Henri III convoque à Saint-Germain-en-Laye une assemblée des notables chargés de vérifier les titres d'exemption et de réprimer les abus dans toutes les élections des pays de taille. En mars 1587, alors qu'il est en visite à Saint-Germain, Henri III faillit être enlevé par la faction de la Ligue catholique et du roi d'Espagne. Cette conspiration fut découverte et échoua. En 1599, Henri IV exempta les habitants de toute charge, privilège qui dura jusqu'en 1789. Le roi Louis XIII passe son enfance au château vieux de Saint-Germain. Plus tard, c'est au cours d'une partie de chasse, le 23 septembre 1617, qu'il découvre le site de Versailles où il se fait construire rapidement un rendez-vous de chasse. Le 21 mars 1624, le cardinal de Richelieu, Premier ministre, loue à Jehan-Bachelier une maison rue de la Verrerie, actuelle rue Saint-Louis, où il séjournera aussi en 1630 et 1642.
Il possède ensuite l'hôtel de Richelieu qui figure en 1702 sur le plan gravé par Armanus van Loon, et en 1704 sur celui de Nicolas de Fer entre les rues de Lorraine et aux Vaches, rue de la République. Le 10 février 1638, Louis XIII signe à Saint-Germain-en-Laye les lettres patent plaçant le royaume de France sous la protection de la très sainte et glorieuse Vierge Marie, vœu de Louis XIII. Le dimanche 5 septembre 1638, c'est la naissance très attendue de Louis Dieudonné, futur Louis XIV. Louis XIII s'éteint au Château-Vieux le 14 mai 1643. Lors de la Fronde, dans la nuit du 5 au 6 janvier 1649, la reine-mère, Anne d'Autriche, régentait le jeune Louis XIV qui n'a que 11 ans, se réfugie précipitamment au Château-Vieux de Saint-Germain. Il fait très froid, les fenêtres sont vétustes, le château délabré. La reine a beaucoup de mal à obtenir quelques réparations et du bois pour se chauffer, car le trésor est vide. Le duc de la Vieuville avait été nommé surintendant des finances en 1623, mais il abusa de sa situation pour se gorger d'or, et se mit tout le monde à dos par ses maladresses et fut révoqué par le roi, puis emprisonné par Richelieu en 1624. Talleyrand des Réaux raconte que lorsque la Vieuville sortit de Saint-Germain, on lui fit faire un charivari épouvantable par tous les marmitons pour lui jouer, disait-on, un branle de sortie. Redevenu surintendant des finances, il meurt en 1653, et son successeur Fouquet se constitue une fortune immense lui permettant de construire le somptueux château de Vaux. Le roi Jacques II d'Angleterre. De 1661 à 1682, le roi Louis XIV passe une partie importante de son temps à Saint-Germain-en-Laye. Il fait aménager par André Le Nôtre des jardins à la française et la grande terrasse entre 1663 et 1680. Il fit également remodeler ses appartements dans le château vieux par le Brun et le Vaux. En 1680 commencent les travaux d'agrandissement du château, menés par Jules Hardouin-Mansart, par la construction de 5 pavillons d'angle qui lui donnent, selon certains historiens, un aspect bizarre et déplaisant. Le bourg se développe à cette époque et sa population atteint 12 000 habitants en 1680. Madame de Montespan y fait construire l'hôpital général royal ainsi que le couvent des Ursulines. Les nobles font bâtir de nombreux hôtels particuliers dont beaucoup existent encore de nos jours. Il fait également construire le camp militaire Saint-Sébastien dans la plaine alluviale d'Acher. L'église, brûlée en 1346, rebâtie depuis, réparée par Charles IX, en 1562, agrandie en 1677, s'écroula en 1681. Louis XIV ordonna d'en rebâtir une nouvelle, qui fut achevée en 1683. Le 20 avril 1682, avant même que les travaux d'agrandissement du château de Saint-Germain soient terminés, la cour part définitivement pour Versailles. Saint-Germain-en-Laye connaît alors une phase de déclin prolongé malgré le séjour du roi de Grande-Bretagne Jacques II, cousin germain de Louis XIV, qui vit en exil au château, de 1689 à sa mort en 1701. Sa veuve, Marie de Modène continue à y vivre tandis que son fils, Jacques-Édouard rejoint la Lorraine au décès du roi Soleil en 1715. C'est de là qu'il lancera sa première tentative de restauration du trône des Stuarts avant de se réfugier en Avignon avec ses partisans, les Jacobites. En 1698, une tempête s'abat sur Saint-Germain et sa région. Au XVIIIe siècle, les ducs de Noailles sous-gouverneurs de Saint-Germain-en-Laye. De 1701 à 1793, successivement, Anne Jules, puis Adrien Maurice,
Son fils est Louis, duc d'Ayen, son petit-fils, son gouverneur de Saint-Germain. Leur demeure, l'hôtel de Noailles, œuvre de Jules Hardouin-Mansart, avec son parc de 42 hectares, est somptueuse. En 1713, une nouvelle tempête s'abat sur Saint-Germain et sa région. En 1739, une autre tempête dévaste Saint-Germain et sa région. En 1770, le roi crée un bureau de recommandaresse pour s'occuper de placer les enfants chez des nourrissons. La recommandaresse est nommée par le gouverneur sur proposition du prévôt après enquête et examen du juge. Elle doit tenir 4 registres. En 1777, le roi Louis XVI fait don du Châteauneuf, en mauvais état, à son frère Charles, comte d'Artois, le futur Charles X. Celui-ci le fait démolir avec l'intention de le reconstruire entièrement. En mars 1787, un édit de Louis XVI qui crée les municipalités, dirigées par un syndic, sein de l'élection de Paris en 2 départements ayant pour chef-lieu Corbeil et Saint-Germain-en-Laye, qui est aussi le siège d'un arrondissement. Sous la Révolution, la commune connaît un net déclin démographique, perdant un tiers de sa population, tant du fait d'un solde naturel négatif que du départ de nombreux habitants. Au recensement de 1800, la ville ne compte plus que 8 954 habitants. En janvier 1790, création des 83 départements. Versailles, qui offre l'avantage de disposer de vastes bâtiments inoccupés, est choisi comme chef-lieu du nouveau département de Seine-et-Oise nouvellement créé, comportant les actuels départements de Seine-Saint-Denis, 93, des Hauts-de-Seine, 92, et des Yvelines, 78. Saint-Germain est le chef-lieu d'un district composé de 7 cantons et 265 communes et le siège d'un tribunal de première instance, loi du 26 février 1791. Les districts sont supprimés en 1795 et lors de la création des arrondissements, loi du 28 Pluviose en 8, Saint-Germain est ramené au rôle d'un chef-lieu de canton, ce qu'elle restera jusqu'en 1962. En février 1790, les élections municipales deviennent doublement censitaires, les femmes ne peuvent plus être électeurs, ni les hommes âgés de moins de 25 ans qui ne paient pas au moins une contribution d'au moins 3 jours de salaire. Pour être éligible, il faut être imposé au moins de 50 livres ou un marc d'argent. Le premier maire, Georges Laurent Caillet, ancien officier de la Reine, est élu avec 599 voix sur 891 votants. En 1793, le maire élu est destitué et remplacé sans élection par Charles Huron. Le 24 octobre devient le premier jour du second mois de la République, le mot bourgeois est remplacé par celui de citoyen. Le port d'un bonnet rouge, bonnet phrygien, devient obligatoire pour siéger au Conseil. Le 24 Frimaire, les conseillers doivent se tutoyer. Le 11 Brumaire en 1er novembre 1793, un décret de la Convention rebaptise la ville qui prend le nom de Montagne du Bon Air. Le 18 Nivose en 7 janvier 1794, la commune de Saint-Léger-en-Laye, qui s'étend dans la vallée du Rudebuseau, au sud de la ville, est absorbée par celle de Saint-Germain-en-Laye. Le couvent des Récollets, puis le premier étage du château sont transformés en prison où sont enfermés une soixantaine d'accusés en vertu de la loi des suspects, parmi lesquels Rouget de Lille. Les instituteurs et les institutrices reçoivent un catéchisme républicain avec 10 commandements, et avec leurs élèves ils doivent prêter serment, pour la conservation des Lumières, au progrès de la morale et de la philosophie, de se tenir prêt à combattre les ennemis de la Constitution de l'an 2 de la République.
les noms sont changés. La rue Saint-Christophe devient rue de la Liberté, la rue des Ursulines devient rue de l'Égalité, la place Royale devient place de la Révolution, les noms des jours de la semaine sont remplacés, la halle ouvre désormais le midi et le sextidi au lieu du lundi et du jeudi, la semaine de 10 jours et la suppression des fêtes religieuses fait perdre aux travailleurs 30 jours de repos payés par an. Les églises sont fermées le 5 Frimaire, 26 novembre 1793, et tout l'or et l'argent de leurs ornements est envoyé à Paris. Le 19 Brumaire, les statues des saints et de la Vierge doivent être enlevées des façades des immeubles. Les officiers de l'état civil arrivent à convaincre 14% des parents à faire preuve de civisme en donnant à leurs enfants des noms de fleurs, de vertus, de héros, Marat, Voltaire, Jean-Jacques, Platon. La disette s'accroît, tout manque, le blé, la viande, le vin, la chandelle, le bois de chauffage, le savon. La vente des biens nationaux s'accélère, tout est bradé par des fonctionnaires corrompus à des bourgeois spéculateurs et accapareurs, ceux des églises Saint-Léger et des Récollets les démolissent pour revendre les matériaux. Guy, ancien concierge du château, achète le terrain du Boulingrin qu'il revend par lot. Pierre-Antoine Bézuchet, mercier de Paris, achète la totalité du domaine de Noailles, une partie du Châteauneuf, l'hôtel d'Harcourt, et l'hospice des vieillards qui sont contraints de vider les lieux. Il meurt en 1823 en laissant une fortune de 1 800 000 francs. 1795, ouverture par Madame Campan de l'Institut national de Saint-Germain, maison d'éducation pour jeunes filles. Le 17 juillet 1793, une nouvelle tempête dévaste Saint-Germain et sa région. Saint-Germain était une ville fermée, on y entrait par cette barrière d'octroi. La ville reste divisée en 4 quartiers séparés par les axes formés d'une part par les rues de Paris et de Poissy, d'autre part les rues de Mareil, Aupin et de Pontoise. Quartier 1. Rue de Paris, côté impair, rue de Mareil, impair, place Mareil, rue Voltaire, rue des Ursulines, cours Larcher, rue Saint-Pierre, quartier 2. Rue de Paris, côté pair, rue Aupin, côté pair, de Pontoise, pair, rue des Coches, rue de la Salle, rue de Pontoise, rue de la Surintendance, place du Château, rue du Vieil Abreuvoir, caserne Gramont, place Royale, quartier 3. Rue Aupin, impair, de Pontoise, impair, rue de Poissy, pair, de Pontoise, impair, rue des Écuyers, rue des Louviers, passage des Louviers, place du Marché, rue de Noailles. Quartier 4. Rue de Mareil, pair, dit rue de Poissy, impair, moins rue de Pontoise, impair, rue d'An, rue Grande Faunène, cour des Sirènes, du Lion d'Argent, des Trois-Rois. Il y a en outre plusieurs faubourgs, Saint-Léger, les Feuillantines. Sous l'Empire, le château vieux est réparé pour y former une école de cavalerie. Il accueille l'école spéciale militaire de cavalerie qui est ouverte le 15 octobre 1809 et fusionnée en 1914 avec l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. En 1811, c'est la création de la maison d'éducation de la Légion d'honneur des loges voulue par Napoléon. La ville est occupée en 1814 et 1815 par les troupes alliées, russes, prussiennes et britanniques, qui ont vaincu Napoléon. Elle est soumise à des réquisitions et des contributions de guerre et doit loger près de 10 000 soldats. Le 24 août 1837, première circulation sur la ligne de chemin de fer Paris-Saint-Germain, première ligne ouverte au service des voyageurs en France, qui est en fait limitée au débarcadère du Pec près du pont sur la Seine. Son prolongement jusqu'à Saint-Germain-en-Laye n'est réalisé qu'en avril 1847.
pour vaincre la dénivellation entre le Pec et Saint-Germain, qui impose une rampe atteignant 35 mm par mètre, on fait appel au chemin de fer atmosphérique. Le vide est fait dans un tube dans lequel se déplace un piston solidaire du wagon directeur, ce qui permet littéralement d'aspirer le train en haut de la côte. La descente se fait par gravité. L'implantation de la gare sur la place du château bouleverse le jardin créé par le nôtre. De 1836 à 1855, le château est transformé en pénitencier militaire. Le 8 mars 1862, un décret impérial acte la création dans le château d'un musée des antiquités celtiques et gallo-romaines renommé plus tard Musée des Antiquités Nationales, puis récemment Musée d'Archéologie Nationale. À cet effet, le château est classé monument historique le 8 avril 1863, et les premiers travaux de rénovation sont engagés par l'architecte Eugène Millet, élève de Viollet-le-Duc. Les premières salles du musée sont inaugurées par Napoléon III le 18 mai 1867. La restauration entreprise par Millet, outre une profonde restructuration des espaces intérieurs, restitue le château dans son état Renaissance, en détruisant les pavillons ajoutés par Mansart à la fin du XVIIe siècle. Les travaux ne s'achèvent qu'au début du XXe siècle. Lors de la guerre franco-allemande de 1870, la ville de Saint-Germain-en-Laye est occupée par une partie de la brigade des Uhlans de la garde prussienne durant 175 jours, du 20 septembre 1870 au 12 mars 1871. La ville et la population sont à nouveau soumises à de lourdes réquisitions. Saint-Germain a son martyr, le facteur Armand Brard, pris par les Prussiens alors qu'ils transportaient des dépêches à travers leurs lignes, supplicié à coups de fouet dans la forêt de Saint-Germain, incarcéré à Versailles. Il s'évade, il est fusillé en février 1871, alors qu'il tentait de traverser la Seine à la nage. Le tramway au début du XXe siècle, alors qu'il était tracté par de petites locomotives à vapeur. En 1871, lors de la Commune de Paris, de nombreux Parisiens viennent se réfugier à Saint-Germain dont la population augmente sensiblement. En 1877, Adolphe Thiers, premier président de la Troisième République, dont la santé déclinait et qui avait l'habitude de fréquenter Saint-Germain-en-Laye, s'installe à l'hôtel du pavillon Henri IV, le 22 août pour se reposer. Son état de santé s'aggrave brusquement le 3 septembre et il meurt le jour même. Une statue de Thiers est érigée en 1880 sur la place du château. Elle sera détruite sous l'occupation en 1941. Le 16 mai 1890, la ligne du tramway Paris-Saint-Germain est mise en service. Cette ligne de 18,7 km, à traction à vapeur, relie le château à la place de l'Étoile, via Rueil-Malmaison et le pont de Neuilly en 1h30 environ. La ligne est électrifiée en 1912, avant d'être incorporée en 1921 dans le réseau des STCRP, Société des transports en commun de la région parisienne, dont elle devient la ligne numéro 58. Ce tramway sera finalement remplacé par des autobus à partir du 21 janvier 1935. En 1896 une nouvelle ligne de tramway relie Saint-Germain à Poissy, 5,7 km, ligne transférée en 1911, à la Compagnie des chemins de fer de grande banlieue, CGB, puis a fermé en 1927 à la SRCRP. Cédée à la Société Générale des Chemins de Fer Économiques le 1er janvier 1933, la ligne est finalement fermée à l'exploitation le 31 décembre de la même année. En 1904 est fondé le Stade Saint-Germanois,
club omnisport dont la section football sera à l'origine en 1970, du Paris Saint-Germain Football Club. Le 1er janvier 1912, est mise en service la ligne de la CGB entre Saint-Germain et Meulan. Cette ligne à écartement de 1,44 m a fonctionné jusqu'au 30 juin 1948. Pendant la Première Guerre mondiale, Saint-Germain-en-Laye, bien qu'incluse dans le périmètre du camp retranché de Paris, n'est pas affectée directement par les combats. Le 21 mars 1915, quelques bombes, lancées par des Zeppelins, visant le viaduc de la ligne de grande ceinture tombent sans provoquer de victimes. Dès 1914, des trains militaires venant directement du front sont reçus en gare de Saint-Germain-Grande Ceinture. En 1917, la gare de triage d'Acher est agrandie pour recevoir les trains de permissionnaires ou de blessés. La ville est très affectée par la guerre comme la plupart des communes françaises. Elle perd 720 soldats dont les noms sont inscrits sur le monument aux morts, soit 3,9% de sa population de 1914. Le monument aux morts, œuvre de l'architecte saint-germanois Jacques Carlu, est inauguré le 24 septembre 1922. Financé grâce à une souscription publique, il remplace un premier cénotaphe érigé en 1919. Le 10 septembre 1919, le traité de Saint-Germain, pendant du traité de Versailles avec l'Allemagne, est signé dans une salle du château. Ce traité établit la paix entre les Alliés et l'Autriche et consacre l'effondrement de la monarchie austro-hongroise. Dans l'entre-deux-guerres, de 1922 à 1936, Saint-Germain-en-Laye accueille les courses automobiles et motocyclistes du Bol d'Or Auto et du Bol d'Or sur le circuit des Loges, en forêt. En 1926, un accident provoque 2 morts. L'année suivante, les épreuves sont transférées à Fontainebleau avant de revenir en 1928 sur le circuit dit de la ville. Les 2 courses reprennent après-guerre à Saint-Germain en 1947, 1948 et 1951. Les autres éditions sont organisées sur 3 jours toujours, à l'autodrome de Lina-Montcléry, jusqu'en 1955 pour les autos et 1960 pour les motos, avant reprise pour ces seules dernières en 1969. Lors de la Seconde Guerre mondiale, la ville est à nouveau occupée par l'armée allemande, du 14 juin 1940, au 25 août 1944. Au début du mois de juin 1940, c'est l'exode qui vide littéralement la ville. Le 15 juin, il ne reste plus que 5000 habitants. Cependant la plupart des fuyards reviennent au cours de l'été. L'état-major du grand quartier général allemand pour la zone occupée s'installe au pavillon Henri IV, tandis que de nombreux autres services de l'armée d'occupation s'installent en ville. L'emplacement est en effet idéal, proche de Paris, en hauteur, agréable et disposant de nombreuses résidences, dont le quart, 500 maisons et immeubles, 276 logements chez des particuliers, seront réquisitionnés pour l'occasion. Hôtel Géoffre de Chabrignac, lycée de jeunes filles, école Saint-Hérambert, école normale de jeunes filles, hôpital, château d'Ennemont et Saint-Léger. Le château est cependant négligé car trop exposé. Mission confiée à son état-major par le colonel général von Orenstedt, préparer l'opération Selle-au-Trémave, c'est-à-dire le débarquement allemand en Grande-Bretagne. Saint-Germain-en-Laye devient ensuite le siège de l'Oberst, commandement des forces allemandes de la Norvège à Biarritz. Les Alliés ayant tenté de bombarder le pavillon Henri IV, le 3 mars 1942 est détruit à cette occasion tout un quartier du PEC. L'occupant lance la construction d'une douzaine de bunkers par des ouvriers réquisitionnés pour l'organisation TOD,
en particulier des bunkers enterrés destinés au commandement. C'est de là que le Feldmaréchal Georg von Rundstedt tente, le 6 juin 1944, de s'opposer au débarquement. Le plus visible, d'une surface de 135 mètres carrés, est celui situé dans les jardins du château. Le plus vaste, non visible, se trouve en retrait de la rue Félicien-David, sous 2 mètres de béton, comptant 60 pièces sur 1200 mètres carrés et 3 étages. Il était le plus moderne et le mieux équipé et ses alentours sécurisés. Von Rundstedt y avait une chambre lambrisée. Les autres bunkers se trouvent au centre de la cité Médicis, 4 et 12 rue Félicien-David, rue Saint-Louis, quartier Grémont, dans le jardin du collège Marcel Roby, 31 rue Alexandre Dumas, Villa David, 25 bis rue Alexandre Dumas, au mur des Lions, en contrebas du pavillon Henri IV, au 13 rue des Monts-Grevet, une tourelle de tir, et au 6 bis, 10 terre et 13 boulevard Victor Hugo, à l'école Saint-Hérambert et dans la forêt. 16 des 22 bunkers sont toujours debout, au milieu d'espaces verts, de bâtiments publics de propriété privée. Ils sont pour la plupart délabrés et fermés au public, bien que sur l'un d'eux une maison ait été construite. En mai et juin 1944, la commune subit de nombreux bombardements alliés. Sont particulièrement visées les infrastructures de transport, le pont du Pec, tout proche, le viaduc Saint-Léger sur la Grande Ceinture, la gare de Saint-Germain Grande Ceinture et surtout les installations du triage d'Acher dans la forêt. Les Alliés ne semblent pas avoir visé le réseau de bunkers du commandement allemand. Les Allemands se replient sans utiliser les nombreuses fortifications qu'ils avaient construites pour se défendre d'une éventuelle attaque et Saint-Germain-en-Laye est libéré le 25 août 1944. Dans les années 1960, le musée des Antiquités nationales est totalement rénové à l'initiative d'André Malraux, ministre de la Culture. Le 25 mars 1965, Malraux fait visiter les nouvelles salles au général de Gaulle au cours d'une visite privée et la rénovation complète sera achevée en 1984. Le 27 décembre 1999, la très violente tempête Lothar balaye la France. Le parc du château et la forêt sont gravement touchés. Les grands événements politiques de Saint-Germain-en-Laye. L'édit de tolérance de Saint-Germain du 17 janvier 1562, concluant le colloque de Poissy, accorde aux protestants le droit de pratiquer leur culte dans certaines conditions. La paix de Saint-Germain-en-Laye du 5 août 1570 met fin à la Troisième Guerre de religion. Le traité de Saint-Germain-en-Laye, signé le 29 mars 1632, entre la France et l'Angleterre. Le traité de Saint-Germain-en-Laye, signé les 26 et 27 octobre 1635, entre la France et le duc de Saxe-Weimar. Le traité de Saint-Germain-en-Laye, signé le 29 juin 1679, entre la France et le prince électeur de Brandebourg. Le traité de Saint-Germain-en-Laye, signé le 25 octobre 1679, entre la France et le prince électeur de Brandebourg. Le traité de Saint-Germain-en-Laye, signé le 10 septembre 1919, à l'issue de la Première Guerre mondiale, par les puissances alliées d'un côté, et la Nouvelle République autrichienne de l'autre. L'éloge et sa fête foraine. Le nom vient de cabane de bûcheron ou de charbonnier. Il y a eu une ancienne chapelle dédiée à Saint-Fiacre qui fut habitée par un ermite en 1624. Louis XIII en fit don, en 1685, à des religieux de Saint-Augustin qui y demeurèrent jusqu'à la Révolution, avec le privilège d'une foire annuelle qui s'est continuée jusqu'à nos jours dans la fête des loges. Jusqu'à la loi du 10 juillet 1964,
la commune faisait partie du département de Seine-et-Oise et de son arrondissement de Versailles, puis devient en 1962 chef-lieu de l'arrondissement de Saint-Germain-en-Laye. Le redécoupage des anciens départements de la Seine et de Seine-et-Oise fait que la commune appartient désormais au département des Yvelines, après un transfert administratif effectif le 1er janvier 1968. La ville demeure le chef-lieu de l'arrondissement. Saint-Germain-en-Laye appartient à l'aire urbaine de Paris. Labellisation. En 2012, la commune a reçu le label Ville Internet @, renouvelé en 2013. Démographie. L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1790. Pour les communes de plus de 10 000 habitants, les recensements ont lieu chaque année à la suite d'une enquête par sondage auprès d'un échantillon d'adresses représentant 8% de leur logement, contrairement aux autres communes qui ont un recensement réel tous les 5 ans. En 2021, la commune comptait 44 380 habitants, en augmentation de 11,01% par rapport à 2015. Pour mémoire, les Yvelines, plus 2,04%, la France hors Mayotte, plus 1,84%. Le lycée agricole et horticole de Saint-Germain-Chambourcy est dans la plaine de la Jonction. Il porte alors le nom de pensionnat de la Reine. La chapelle ajoutée en 1786, est due à Antoine-François Père. Supprimé à la Révolution, rétabli sous l'Empire, exilé en Angleterre après la suppression des congrégations en 1904, transformé en hôpital militaire pendant la Grande Guerre, l'établissement rouvre en 1941 et devient après la Libération un collège puis un lycée. Il reste un établissement de la congrégation des Sœurs. Les autres plus importantes écoles privées sont l'Institut Notre-Dame, fondé par Madame Campan, et l'école Saint-Hérambert. Ils sont à la fois école primaire, collège et lycée. La ville accueille également Sup de Vente, école consulaire de commerce de la CCI Paris-Île-de-France, depuis sa création en 1991. Manifestations culturelles et festivités. La fête des Loges est une fête foraine importante, issue d'une tradition très ancienne, qui se déroule chaque été dans la forêt près de la maison d'éducation des Loges et attire un public important. C'est François Ier qui a créé en avril 1526 un marché 2 jours par semaine, le lundi et le jeudi, et une foire 4 jours par an, le 28 mai pour la Saint-Germain, le 31 juillet devenu 25 août, le 25 devenu premier dimanche de septembre pour la Saint-Fiacre, et le 1er décembre. Il a fait construire en 1543 une halle qui donnait place du vieux marché, qui a été reconstruite en 1776 et qui a été démolie pour construire la poste. La population du bourg s'élève en 1560 à 2550 habitants, et à 3540 habitants en 1600. Ces commerces subissent la concurrence des centres commerciaux extérieurs, notamment la zone commerciale d'Orgeval le long de la route nationale 13. Le projet d'un important centre commercial dénommé les Terrasses de Poncy qui serait implanté dans la commune de Poissy, au carrefour des autoroutes A13, A14, et de la future A104, soulève quelques inquiétudes et l'opposition du conseil municipal de Saint-Germain-en-Laye. Affiche publicitaire de la brasserie Cyrier Pavard, en 1895. Saint-Germain-en-Laye abrite, entre autres, le siège de Ford France, ceux de la filiale française du groupe Bose, de Pale France et de Cargill France. La société Ford France s'est installée en juillet 2002 dans le château Saint-Léger,
transformé en 1991 par l'architecte Dominique Perrault, ancien siège de l'IRSID, rue de la Croix-de-Fer, avant de fusionner avec Volvo France et Land Rover France au sein de FMC Automobile SAS. L'usine Seine-Aval, exploitée par le syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne, occupe 350 hectares dans le nord de la boucle de Saint-Germain-en-Laye, en majorité dans le territoire de la commune. Mise en service en 1940, agrandie et modernisée régulièrement, c'est la plus grande station d'épuration d'Europe, environ 2 100 000 m3 par jour. Une importante unité de dénitrification a été mise en service en 2007. Un débat public a été ouvert au cours du dernier trimestre de 2007 dans le cadre d'un projet de refonte globale de la station destiné à la mettre en conformité avec la directive européenne cadre sur l'eau. Saint-Germain-en-Laye, ville de garnison. Historiquement, Saint-Germain-en-Laye a été une importante ville de garnison et elle compte actuellement plus de 600 militaires. Au camp des Loges, elle héberge notamment l'état-major du commandement militaire de la région Terre-Île-de-France, la direction régionale du génie. Le 526e bataillon du train y tenait garnison jusqu'à sa dissolution, au 15 juillet 2011. S'y trouve aussi depuis 1966 au quartier Goupil, le centre d'instruction du régiment de cavalerie de la garde républicaine. Il est prévu, dans le cadre du plan de modernisation de la défense, de transférer au camp des Loges, le commissariat de l'armée de terre de Paris en 2009, et la direction régionale du service d'infrastructure de défense Île-de-France, en 2014. Lieux et monuments remarquables. Saint-Germain-en-Laye possède un grand nombre de monuments historiques classés ou inscrits. Un secteur sauvegardé de 65 hectares a été défini en 1978, dans le centre historique de la ville. Il a été un des 2 premiers de France avec Sarlat. Patrimoine architectural. Liste des monuments historiques de Saint-Germain-en-Laye. Le château, son parc et la terrasse. Le château de Saint-Germain-en-Laye fut l'une des principales résidences des rois de France à partir de Louis VI le Gros, jusqu'à Louis XIV. L'édifice actuel, de style Renaissance, fut reconstruit sous François Ier et restauré sous Napoléon III. Il conserve une très belle Sainte-Chapelle, XIIIe siècle, de style gothique et un donjon du XIVe siècle. Il abrite aujourd'hui le musée d'archéologie nationale. La terrasse du château construite par le nôtre de 1669 à 1674, s'étend en ligne droite sur 2400 mètres de long sur 30 de large. Elle relie le centre de Saint-Germain au château du Val. Dominant la vallée de la Seine en direction du Pec, elle offre une vue dégagée sur les tours de la Défense et Paris. Du château neuf d'Henri II et Henri IV, détruit à la fin du XVIIIe siècle, le seul vestige notable est l'ancien oratoire du roi, dans lequel serait né selon la tradition le roi Louis XIV, qui se trouve inclus aujourd'hui dans le pavillon Henri IV. À l'autre extrémité de la terrasse, dans la forêt, le château du Val, œuvre de Jules Hardouin-Mansart, construit pour le roi Louis XIV au XVIIe siècle, abrite une résidence de famille de la Société d'entraide des membres de la Légion d'honneur. Édifice religieux. L'église paroissiale Saint-Germain, qui fait face au château, a été démolie et reconstruite en 1824 par l'architecte Potin, dans un style inspiré des basiliques paléo-chrétiennes, et fut restaurée par Joseph Nicole de 1848 à 1854. Sa façade présente un fronton triangulaire supporté par 6 colonnes toscanes, dont 4 alignées en façade et 2 en retour.
Dans cette église se trouve le mausolée du roi de Grande-Bretagne, Jacques II Stuart, détrôné et exilé lors de la Glorieuse Révolution, qui résida jusqu'à sa mort au château de Saint-Germain. L'hôpital Saint-Louis, de fondation royale, a été reconstruit en 1883 à l'initiative de la ville par l'architecte Alfred Nicolas Normand, 1822-1909, sa chapelle de style néo-byzantin, a été inscrite en 1997. La chapelle du couvent des Dames de Saint-Thomas, fin XVIIIe siècle, due à l'architecte Antoine-François Père. Datant de 1893, la chapelle des franciscaines, située avenue Foch, perdit ses affectataires éponymes en 1994. Bénéficiant d'une restauration en 2015, elle accueillit à nouveau le culte en 2016, d'abord grâce à la présence de l'Institut du Christ Roi Souverain Prêtre puis grâce à l'installation de la communauté catholique ukrainienne en 2019. Un office de chant s'y tint lors du matin du Noël 2021 qui fut retransmis dans le cadre de l'émission Chrétiens orientaux, de la série Les chemins de la foi. Église Saint-Germain. Chapelle Saint-Louis de l'hôpital avec ses tribunes pour les invalides. Édifice militaire. Les anciennes casernes, en particulier le pavillon de Gramont, ont été transformés en logements sociaux pour les familles de militaires affectés au camp des Loges. L'ancien manège royal, reconstruit sous Louis-Philippe, a été restauré par la commune qui l'utilise comme salle d'exposition. Édifice civil. Saint-Germain-en-Laye conserve son ancien bailliage avec sa geôle et sa salle d'audience, devenue la maison des associations, son ancien hôpital général construit à la fin du XVIIe siècle par Madame de Montespan, devenu le musée du prieuré, quelques hôtels particuliers construits par des familles de la cour au XVIIe et XVIIIe siècle, et l'essentiel des rues et des maisons du centre-ville. Les anciens bâtiments des tanneries royales, situés au bord du rue de Buzeau, ont été restaurés et transformés en locaux de bureaux. Une ancienne dépendance de la Maison Verte, château détruit, est devenue le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye. Hôtel dit de Madame de Maintenon. Le cimetière ancien, créé au début du XVIIe siècle, abrite de nombreuses tombes de personnalités dont celle du peintre Maurice Denis, et du réalisateur Jacques Tati. Le prieuré, ancienne demeure du peintre Maurice Denis, qui abrite depuis 1980, le musée consacré à son œuvre, a été construit pour y installer l'hôpital général royal de Saint-Germain-en-Laye. La chapelle a été décorée par Maurice Denis. À l'écart du centre-ville, le château d'Ennemont est un édifice en briques et pierre de style néogothique. Il a été construit en 1907 sur le site de l'ancien prieuré d'Ennemont pour le pharmacien Henri Cadonne, inventeur de la pastille Valda. Il accueille aujourd'hui le lycée international de Saint-Germain-en-Laye. Le pavillon de la Muette. Outre le château du Val et les croix citées plus bas, plusieurs monuments historiques se trouvent dans la forêt. Le pavillon de la Muette, ancien rendez-vous de chasse, est situé dans le nord de la forêt. Il a été construit par l'architecte Ange-Jacques Gabriel pour le roi Louis XV en 1775 sur les ruines d'un ancien château de François Ier. Le pavillon de la Croix de Noailles, ancien rendez-vous de chasse, est également classé monument historique. Il abrite actuellement un restaurant italien. Le couvent des Loges, fondé en 1644 par Anne d'Autriche sur l'emplacement de l'ancien ermitage de Saint-Fiacre, se trouve au milieu de la forêt. Le site abrite depuis 1811, la maison d'éducation de la Légion d'honneur. Les bâtiments ont été totalement reconstruits au XIXe siècle.
La forêt a été progressivement close à partir du XVIIIe siècle par un mur continu en pierre destiné à limiter le braconnage, interrompu par une dizaine de portes monumentales qui étaient fermées la nuit. On peut encore voir dans la commune la porte de Chambourcy et celle des Pétrons. L'aqueduc de Retz, inscrit monument historique en 1988, est un aqueduc souterrain construit sous Louis XIV pour alimenter le château en eau de source de la vallée du Rudebuzot. Un regard se trouve dans le domaine du château Saint-Léger, siège de Fort-France. Le fort Saint-Saturnin fut un ouvrage défensif élevé dans la partie nord-est de la forêt pour l'entraînement des troupes à l'attaque des places fortes. Il fut édifié en 1669 et rasé en 1670-1671. Connu par les sources écrites, il a fait l'objet de fouilles. Ancienne résidence royale, la commune de Saint-Germain-en-Laye a hérité de la totalité de la vaste forêt du même nom qui s'étend sur 3400 hectares au nord et à l'ouest de la ville. C'est une forêt domaniale, propriété de l'État, gérée depuis 1964 par l'ONF. Elle est peuplée majoritairement de chênes. Elle est classée en zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique, SNIEF, de type 1 sur 3735 hectares. C'est un espace inconstructible. Le parc agricole d'Acher situé au nord de la forêt est également classé en SNIEF de type 1 sur 965 hectares. Le sentier des Oratoires, long d'environ 18 km, permet de parcourir une grande partie de la forêt et de visiter 4 croix historiques, la croix Pucelle, 1456, la croix Dauphine, 1540, la croix Saint-Simon, 1635, et la croix de Noailles, 1751, ainsi que 7 oratoires, dont celui consacré à Saint Fiacre dans la clairière des Loges, qui est à l'origine d'une procession qui donna naissance à la fête des Loges. Les jardins du domaine national de Saint-Germain-en-Laye, d'une étendue de 60 hectares, s'étendent entre le château et la forêt. Composé d'une partie de jardin à la française, œuvre de Lenôtre, et d'un jardin à l'anglaise créé en 1848, lors de l'arrivée du chemin de fer, ils comprennent également la terrasse. L'ensemble est classé monument historique. Ces jardins bénéficient du label Jardin remarquable de France. La vigne du Pec et de Saint-Germain, plantée en 2000 en contrebas de la terrasse, comprend 1900 pieds de pinot noir. C'est une évocation de l'antique tradition viticole de la région. On en tire un vin rouge, le vin des grottes, qui n'est pas commercialisé. La commune a été distinguée au concours des villes et villages fleuris avec 3 fleurs. Musée. La Vénus de Brassempouy conservée au Musée d'archéologie nationale. Musée d'archéologie nationale, ce musée national installé dans le château présente environ 30 000 objets archéologiques, ce qui en fait une des plus riches collections d'Europe. Ces objets sont répartis en 7 collections allant des origines de la préhistoire, paléolithique, à l'époque mérovingienne, 8e siècle. Y figure notamment la célèbre Vénus de Brassempouy, l'une des plus anciennes représentations réalistes de visages humains, sculptée au paléolithique supérieur dans de l'ivoire de mammouth. Ce musée connaît une désaffection certaine. Le nombre annuel de visiteurs est de 66 000 dont 45 000 entrées gratuites, notamment groupes scolaires. Ce musée fait partie de ceux dont l'accès sera gratuit à titre expérimental au cours du premier semestre 2008. Musée Claude Debussy, consacré à l'œuvre du compositeur Claude Debussy, ce musée est installé dans sa maison natale au-dessus de l'office de tourisme. Musée départemental Maurice Denis le Prieuré, musée consacré à l'œuvre de Maurice Denis et des Nabis.
installée dans l'ancienne demeure du peintre, qui fut construite au XVIIe siècle par Madame de Montespan pour y fonder l'hôpital général royal de Saint-Germain-en-Laye. Le prieuré siège du musée consacré à l'œuvre de Maurice Denis et l'école des Nabis. Le musée municipal d'art et d'histoire, fermé depuis 1979, est en attente d'un lieu. Dans ses collections figure notamment un tableau, Huile sur bois, daté entre 1496 et 1502, attribué à Jérôme Bosch, l'escamoteur, qui fut dérobé le 1er décembre 1978 avant d'être retrouvé 2 mois plus tard et mis en lieu sûr. Espace Pau et Tendré-Verat, aménagé en 2006 dans une ancienne caserne, cet espace abrite divers services culturels et une collection d'œuvres de Paul et André Verat données à la ville. Apothicairerie hospitalière dite apothicairerie royale, transférée dans l'hôpital mixte contemporain, rue Baronne Gérard, elle rassemble une collection d'objets des XVIIe et XVIIIe siècles, notamment des pots à pharmacie inventoriés, certains de céramique ornés, provenant de l'hôpital général du roi fondé par la marquise de Montespan en 1698. La pharmacie est citée dans un inventaire de 1792. Musée du général Leclerc et de la 2e division blindée, quartier de Grémont. Plusieurs équipements offrent aux habitants de nombreuses activités dans le domaine culturel, 5 salles de cinéma, le théâtre Alexandre Dumas, créé en 1989, situé dans le Jardin des Arts, le conservatoire Claude Debussy, les médiathèques municipales, réparties en 2 sites, la médiathèque du Jardin des Arts, située dans le Jardin des Arts, et la médiathèque Georges Sand, dans le quartier du Bel Air. Les ateliers d'art de la ville propose des ateliers d'art plastique pour enfants et adultes. L'Université libre de Saint-Germain-en-Laye, liée par convention à l'Université Paris-Nanterre, propose des activités universitaires pour tous, cycles de conférences, séminaires, etc. La Clé, salle de concert et d'exposition, le lycée international, un lycée public réputé, la microfolie du quartier du Bel Air, ouverte en septembre 2019. Saint-Germain et la cuisine. Le pavillon Henri IV abrite le restaurant où furent inventées les pommes soufflées. 2 recettes classiques sont connues pour être nées à Saint-Germain-en-Laye, au restaurant du pavillon Henri IV. Les pommes soufflées, inventées involontairement en 1837, à l'occasion de la réception de la reine Marie-Amélie qui voyageait sur le premier train entre Paris et Le Pecq, à cause du retard du train, la sauce béarnaise, qui aurait été créée par le chef Collinet en 1844. À la Saint-Germain est une expression qui s'applique à une recette de purée de pois ainsi qu'à diverses garnitures contenant des petits pois. Cinéma. Parmi les nombreux films tournés en différents lieux de la commune figure « L'assassin est ici » de Robert Peggy, 1933, « Dieu a besoin des hommes » de Jean Delannoy, 1950, « Une fille à croquer » de Raoul André, 1951, « Faites sauter la banque » de Jean Giraud, 1964, et « Escalier C » de Jean-Charles Taquella, 1985. En septembre 2011, la série Clem est tournée pour sa 2e saison dans certaines rues de la ville. En 2015, le film franco-allemand, Elle de Paul Verhoeven est tourné dans une villa. La dernière modification de cette page a été faite le 29 janvier 2024 à 22h30.